Donc bonsoir à tous, merci de votre présence. Comme l'a dit Jonathan, je vais commencer par une petite présentation. Je vais essayer de faire pas trop long, mais qui va présenter des éléments de contexte autour des technologies de conteneurisation et d'orchestration, et notamment un bref historique sur l'évolution de tout ça dans le temps. Alors je vais me présenter d'abord. Je m'appelle Cyril Bayou. Je suis à la direction des opérations de deux structures en Nouvelle-Calédonie, donc EasyNC, qui est une boîte de développement logiciel et système décisionnel, principalement. On utilise la dockerisation, enfin la conteneurisation et l'orchestration depuis 2014. Et aujourd'hui, c'est vraiment le centre, c'est le centre de notre productivité, autant sur la chaîne de développement que sur la partie déploiement et maintenance en production. Je suis aussi à la direction des opérations de la structure Novit, qui a été créée en 2018. On s'occupe et on propose de déployer des plateformes Kubernetes entièrement managées. Voilà. Alors, je serai obligé d'effleurer un petit peu les concepts, sinon ça sera un peu dur d'appréhender toute la partie historique et les chiffres et les indicateurs qui suivront. Donc j'aborderai ensuite la partie vraiment historique en termes de technologie. On verra un petit peu l'évolution de tout ça au travers de quelques indicateurs. Et on aura aussi quelques chiffres, quelques prédictions sur l'évolution probable à venir. Alors, concept de conteneurisation. Enfin, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais au cas où il y ait certains novices, on va l'expliquer en deux. La conteneurisation, c'est le principe qui consiste à embarquer et packager un programme informatique que l'on produit à la base de son code source. On le package avec toutes ses dépendances, les librairies, les services annexes, dans un format normalisé et portable. Donc ce programme est du coup rendu autonome et facilement exécutable. Donc, je vais évoquer rapidement les avantages de ce principe. Il faut savoir qu'on a de la flexibilité puisque la plupart, l'immense majorité des applications sont conteneurisables. Donc la technologie de la conteneurisation est très flexible. Il y a un aspect légèreté aussi parce que contrairement à du déploiement sur des machines virtuelles, enfin un peu classiques, on va pouvoir mutualiser un certain nombre de ressources système. La portabilité, je l'ai évoqué rapidement, ça c'est très important. Enfin, ce que je fais tourner sur ma station de travail, je peux le faire tourner sur un ordinateur X, je peux le faire tourner sur un serveur distant. J'ai cette capacité à garantir la portabilité et l'exécution de mon unité logicielle, dans les mêmes conditions. Il y a la partie adaptation aussi. Quand j'utilise et j'orchestre des conteneurs, j'ai effectivement une indépendance entre chacun d'entre eux, donc je peux modifier, je peux remettre à jour chacun de ces conteneurs indépendamment, sans mettre en péril les autres, tout simplement. Voilà, par exemple, on peut déployer sur un même hôte deux logiciels qui, sur une machine virtuelle, seraient incompatibles. Ça, dans le monde de la conteneurisation, c'est possible. Un autre avantage, c'est la partie scalabilité. Quand on a un conteneur comme ça, il est très très facile de le dupliquer pour pouvoir gérer la montée en charge. Donc ça, on le verra aussi sur la partie orchestration. La scalabilité, c'est quand même un gros point fort de ces technologies. Et puis, bon, il y a la sécurité aussi, avec l'isolation des processus et leur exécution, qui est quand même la clé de voûte de l'approche. Après ça, il y a la partie orchestration. À partir du moment où j'ai mes unités logicielles, mes unités de programme, je vais pouvoir m'appuyer sur un orchestrateur pour pouvoir déployer ça, distribuer ça sur une plateforme, sur une infrastructure physique, ou même virtualisée, pour pouvoir du coup faire tourner mes différents programmes. L'orchestrateur, comme je dis, il s'appuie sur des machines tout simplement. Il s'occupe de distribuer et de rendre disponibles les applications qu'on lui confie. Voilà. Les avantages qu'on peut avoir avec l'orchestration, c'est la résilience. Et on voit assez simplement que si j'ai un node qui vient à venir défaillant,
l'orchestrateur va avoir la capacité de rebalancer un petit peu l'ensemble des conteneurs sur les nodes qui restent. Je vais pouvoir faire du load balancing, donc de la répartition de charge sur mes applications en répliquant, comme je disais tout à l'heure, mes conteneurs. Je vais pouvoir faire du scaling, voilà, du scaling en rajoutant des nodes et en démultipliant mes conteneurs. Je vais pouvoir m'adapter à des pics de charge potentiels. Et puis il faut savoir que dans tout ce qui est dans toute cette orchestration, toute la partie réseau est entièrement gérée, les communications entre les différents conteneurs est entièrement gérée, l'exposition des différents services est entièrement gérée. Ça gère aussi le provisioning de volume, quand par exemple on a besoin de persister des données, ce qui est souvent le cas dans nos applis. Voilà, l'orchestration, ça va permettre de faire tout ça en utilisant des conteneurs à la base. RapidRex, au niveau de la structure EasyNC, nous on utilise, comme je vous disais, la conteneurisation et l'orchestration depuis 2014. Ça nous a permis d'implémenter la démarche DevOps et de construire notre chaîne de production logicielle, donc du premier commit jusqu'à la mise en production et même au maintien de nos solutions en production. Donc c'est vraiment, nous ça a été vraiment la pierre angulaire de notre nouvelle usine logicielle. Voilà, bon, ça c'était les concepts, très vite fait. Mais avant d'arriver à tout ça, et puis notamment l'orchestration, on est passé par la préhistoire. Et tout ça a commencé en 1979 avec CHRoot. Donc c'est lors du développement de Unix dans sa version 7. C'est un appel système qui a été introduit. Il permet de changer le répertoire racine d'un processus et de ses enfants vers un nouvel emplacement dans le système de fichiers. Donc c'est une réelle avancée dans l'isolation des processus. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un petit peu la base du concept de conteneurisation. Alors il a fallu attendre plus de 20 ans pour qu'il y ait du nouveau un petit peu sur ce sujet. Et c'est donc dans le monde Unix, au niveau de l'OS FreeBSD, qu'ont été créés les jails. Donc c'est un petit fournisseur d'hébergement qui a proposé ce système pour obtenir une séparation claire entre ses services et ceux de ses clients. Tout ça pour avoir de la sécurité et pour faciliter simplement l'administration. Donc FreeBSD Jails permet aux administrateurs de partitionner un système en une multitude de petits systèmes indépendants. Donc voilà, ça c'est ce qui arrive avec FreeBSD Jails. Un an plus tard, on a l'équivalent dans le monde Linux avec les vservers, qui est aussi un mécanisme de jails, donc de cache. Ensuite, en 2004, on a la technologie Solaris Containers. C'est une techno qui introduit la notion de zone. Ça peut s'apparenter à des serveurs virtuels, totalement isolés les uns des autres. Encore une fois, ça exploite un petit peu cet aspect d'isolation des processus. En 2005, Open Virtuoso. Bon, c'est une technologie de virtualisation au niveau du système d'exploitation pour Linux. Voilà. Je dirais pas, je passe. Alors, ensuite, le Moyen-Âge, en 2006. Donc ça, c'est une étape assez importante. Les process containers, donc c'est lancé par Google. Ça a été conçu pour limiter, comptabiliser et isoler l'utilisation des ressources. Donc le CPU, la RAM, les I/O disques, le réseau. Donc ça permet d'isoler les ressources pour un ensemble de processus. Donc ça a été renommé les cgroups par la suite et ça a été intégré au noyau Linux dans sa version 2.6.24. Donc ça c'est un point assez important parce que c'est encore une feature kernel qui est utilisée par la plupart des solutions de conteneurisation. En 2008, LXC, donc ça c'est les Linux Containers. C'est la première implémentation la plus complète du gestionnaire de conteneurs Linux. Et voilà, on l'a dit tout à l'heure, il a été implémenté à l'aide de cgroups et puis des namespaces Linux.
Ensuite, 2011, Warden, ça c'est Cloud Foundry, qui est c'est un fournisseur de solutions, enfin de plateformes as a service, multi-cloud, qui crée sa solution, basée sur LXC au début, et qui va implémenter après sa propre solution à la place d'LXC. Et voilà, Warden permet d'isoler des environnements, par contre là sur n'importe quel type de système d'exploitation. Ça s'exécute en tant que démon et ça fournit une API pour la gestion des conteneurs. Donc ça, voilà, on voit que les solutions vont de plus en plus loin dans la gestion des conteneurs. Voilà. En 2013, LMC T-Fi. Donc ça c'est l'open sourcing de la stack Google de gestion de conteneurs. Donc cette solution fournit des conteneurs d'applications Linux uniquement. Et en fait, à partir de 2015, le projet va s'arrêter en faveur du projet libcontainer qui est utilisé par Docker notamment. Donc Google va offrir un petit peu tout son travail sur ce projet au projet libcontainer qui est mené notamment par Docker. On arrive au temps moderne, donc, et c'est qu'en 2013 qu'arrive Docker. Donc là, c'est clairement la technologie qui va faire avancer, populariser énormément la conteneurisation. Voilà. Donc, et en fait, ça a énormément popularisé la conteneurisation parce que Docker a été le premier à fournir un écosystème complet qui permet de construire des Docker, les distribuer sous forme d'images via des registries notamment, et aussi de les exécuter. Voilà. Pas longtemps après, le projet Kubernetes s'est lancé. Kubernetes étant une des solutions d'orchestration dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais aujourd'hui, c'est la solution, on va dire, la plus avancée, qui a pris vraiment le plus d'avance sur toutes les solutions alternatives. C'est pour ça que je mets ces technologies d'ailleurs en avant. Voilà, Kubernetes c'est arrivé en 2014, mais initialement c'est un premier projet Google qui s'appelait Borg, qui a été mené. Il permettait déjà de manager des centaines de milliers de jobs. Et donc Borg était utilisé notamment pour faire tourner les services Google eux-mêmes. Mais avec l'avènement de la dockerisation, de la conteneurisation et puis Docker, c'est là que Kubernetes est né. Mais Borg a eu pas mal d'influence sur la conception et sur la construction de Kubernetes. Voilà. Et comme je disais, il y a des alternatives, mais aujourd'hui Kubernetes c'est le projet majeur, c'est un des plus gros projets open source au monde, avec plus de 3200 contributeurs, dont le CTO Novit, je le dis, on verra ça, cadeau. Et voilà. À partir de 2017, Kubernetes devient vraiment, devient vraiment la solution standard en termes d'orchestration. La solution est adoptée par la plupart des acteurs du cloud qui l'utilisent notamment pour servir leur propre service. Il y a aussi des éditeurs comme VMware, Red Hat ou encore Rancher qui l'adoptent et qui commencent à l'intégrer dans leur base de produits. 2018, les grands du cloud commencent à proposer des Kubernetes dans le cloud. Donc GKE pour Google, AKS pour Azure, EKS pour Amazon. C'est un petit peu le mouvement qu'on a en 2018. Et à partir de 2019, il y a une mouvance un petit peu qui va vers l'hybridation, c'est-à-dire que les DSI ont tendance à relocaliser une partie de leur infrastructure conteneurisée parce que le full cloud pose quelques problèmes. Voilà, on se rend souvent vite compte que ça coûte assez cher. Le full cloud pose des problèmes aussi en termes de sécurité et confidentialité sur les données. Voilà, des problèmes juridiques qui font que aujourd'hui, les DSI ont tendance à un petit peu avoir une approche hybride sur tout ce qui est orchestrateur. Alors quelques indicateurs
Donc, je reviens un petit peu sur cette chronologie, mais avec des indicateurs et quelques chiffres. Donc, les premiers fournisseurs de conteneurisation en 2013 rivalisent pour trouver quelques clients. Voilà, c'est en train de démarrer, mais c'est pas encore là. En 2016, on a 20% des entreprises qui adoptent les technologies de conteneurisation et d'orchestration. En 2017, le marché de la conteneurisation est évalué désormais à plus d'1 milliard. 2018, 90% des groupes d'infrastructures et d'exploitation déploient des conteneurs. Donc on voit quand même que ça intéresse tout d'abord les gens qui font de l'exploitation et qui gèrent des infrastructures. Alors, en 2019, 95% des nouvelles applications utilisent la conteneurisation. Donc, ne serait-ce que dans leur process de développement. Et 30% des organisations utilisent désormais la conteneurisation en production. Voilà. Alors, il faut savoir que ce sont des chiffres de 2020. Donc, c'est pour ça que 2022, là-dedans, c'est le futur. Quelques prédictions. En 2022, plus de 50% de la charge de production sera exécutée sur des environnements conteneurisés hybrides. Versus 20% en 2020. Il est prédit aussi que 75% des organisations déploient des conteneurs en production. Voilà. Et puis, à partir de 2023, on évalue le marché de la conteneurisation à peu près 5,5 milliards de dollars. 2025, 8 milliards de dollars. Voilà. Je vous ai montré un peu ces chiffres pour un petit peu illustrer la dynamique et l'évolution autour de ces deux technologies. Donc le constat est assez clair. Hein. On voit une large adoption de ces technologies au niveau du monde de l'IT. Là, on a le droit de se demander est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de se lancer, en tout cas de tester. Voilà. Merci. Hop là. Ouais, ouais. Ah oui. Je me sers. Vas-y, vas-y.